Bonjour mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur TLR TV pour suivre, merci docteur, votre hebdomadaire de santé. Le sujet de ce jour, l'anesthésie, parlons-en. À la présentation, moi-même, docteur Clément Ikapi, médecin anesthésiste réanimateur. Petit clin d'œil à tous nos internautes habituels qui nous ont envoyé leurs questions. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Ne quittez plus. Vous avez bien fait. Restez là avant la fin de cette capsule. Cette émission a été préparée exclusivement pour vous. Alors, l'anesthésie, sujet à la fois vaste, captivant et angoissant. Parlons-en. Un de mes maîtres me disait, sans anesthésie, il n'y a pas de chirurgie. Pourtant, à la simple prononciation du vocable anesthésie, ça fait peur. Mais pourquoi ça? Eh bien, sûrement parce que l'anesthésie, spécialité récente, est victime de ces clichés qui datent des balbutiements d'antan. Avant l'ère de l'anesthésie actuelle, l'anesthésie était pratiquée par le chirurgien lui-même qui était le seul maître au bloc opératoire. Mais problème, il avait qu'une connaissance très limitée sur le sujet et pratiquait l'anesthésie avec des moyens très aléatoires. Il utilisait parfois les pavots de chambre, de l'alcool, du chloroforme et même le froid. Et les opérés qui s'en sortaient gardaient quand même des souvenirs pas très intéressants de l'anesthésie. Plus proche de nous, un autre élément qui a essayé de noircir l'anesthésie, parce qu'elle assimile l'anesthésie par endormissement au masque comme une angoissante asphyxie. Tout ceci, bien qu'obsolète, reste quand même dans la mémoire collective et contribue à entretenir une certaine appréhension de cette spécialité qu'est l'anesthésie. En réalité, de nos jours, l'anesthésie est l'une des spécialités médicales les mieux encadrées, les plus sûres. Et actuellement, le risque anesthésique est de 1 pour 200 000 actes, soit nettement inférieur au risque chirurgical et comparable à celui du monde de l'aéronautique. Savez-vous, chers internautes, que quand nous prenons notre véhicule pour aller au travail, nous prenons plus de risques que si nous nous faisions endormir au bloc opératoire pour une chirurgie programmée banale. Finalement, pour revenir à l'anesthésie, c'est quoi l'anesthésie? Étymologiquement, ça veut dire absence de sensation. L'évolution historique de l'usage de ce mot fait aujourd'hui qu'on considère que l'anesthésie est la suppression momentanée, généralisée ou partielle de la sensation, soit par une maladie ou par des substances médicamenteuses. Aujourd'hui, on s'accorde à dire que l'anesthésie est un acte médical visant à supprimer ou à atténuer les sensations, au premier rang desquelles il y a la douleur, dans le but de réaliser une intervention chirurgicale. Mais aussi d'autres actes médicaux qui peuvent être soit douloureux et ou inconfortables pour le patient. Il y a une science qui étudie l'anesthésie. Cette science s'appelle l'anesthésiologie. Là aussi, le langage courant assimile la science à l'acte. Donc, on appelle indifféremment anesthésiologie ou anesthésie pour dire exactement la même chose. Retenons que pour une bonne compréhension, l'anesthésie ou anesthésiologie, c'est l'ensemble des techniques qui permet la réalisation d'un acte chirurgical ou autres soins médicaux en supprimant ou en atténuant la douleur pendant et après le geste dans les conditions optimales de sécurité. En France, près de 11 millions d'actes anesthésiques
sont effectués chaque année, avec un pourcentage de décès estimé à 0,7 pour 100 000 actes. Voyez-vous, moins d'un décès pour 100 000 actes. Parce que depuis les dernières réformes qui ont rendu obligatoire la consultation pré-anesthésique, en 1994, et depuis l'obligation de la visite pré-anesthésique au lit du malade, depuis l'instauration du repos de sécurité de l'anesthésie après chaque garde, avec interdiction d'endormir le patient à la sortie de toute garde, le nombre d'accidents anesthésiques a été divisé quasiment par 20. Il est interdit à un anesthésiste réanimateur de prendre en charge un patient le lendemain d'une garde avant un repos de sécurité de plus de 12 heures, parce qu'on estime qu'il n'est pas frais et moins lucide pour ce genre d'acte. Mais habituellement, on parle d'anesthésie. Y a-t-il une anesthésie? Il y en a plusieurs? Nous allons vous le dire. Pour cela, les avis sont un peu divergents. Mais retenons simplement que nous avons deux grands groupes d'anesthésie. Il y a les anesthésies loco-régionales et l'anesthésie locale, donc ça c'est le même groupe, et l'anesthésie générale avec sa variante qu'on appelle la sédation, qui est une forme light de l'anesthésie générale. Sur ces deux groupes, nous pourrons ajouter l'hypnose, que nous n'allons pas parler ici, parce qu'elle n'a pas les mêmes risques et que c'est assez particulier. Mais retenons quand même, je cite l'hypnose parce que l'hypnose, habituellement, accompagne l'anesthésie générale ou la sédation. Alors, en partant du plus simple au plus complexe, nous allons décrire ces différents types d'anesthésie. L'anesthésie locale, qu'est-ce que c'est? C'est une insensibilisation exclusive de la zone à opérer, soit par infiltration, soit par badigeonnage, ou soit par instillation des gouttes au niveau du site à opérer. Ce sont des anesthésies qui sont indiquées pour des chirurgies de surface, des petites sutures, des opérations comme la cataracte. On utilise ce genre d'anesthésie. Ça, c'est pour l'anesthésie locale. Et anesthésie loco-régionale. C'est quoi exactement? L'anesthésie loco-régionale consiste à insensibiliser une partie plus ou moins importante du corps humain, dans laquelle partie se trouve exactement le site à opérer par une injection des anesthésiques locaux au voisinage du tissu nerveux qui peut être la moelle épinière ou le nerf périphérique, on verra tout ça, afin de bloquer la conduction nerveuse. Ce qui aura pour effet donc l'insensibilisation d'une région, comme un membre inférieur ou les deux membres inférieurs, le tout dépend de l'anesthésie. Mais en matière d'anesthésie loco-régionale, à l'intérieur, il y a aussi deux types d'anesthésie. Il y a ce que nous appelons anesthésie loco-régionale centrale, c'est-à-dire qui intéresse le système nerveux central ou blocs centraux. Ceci regroupe toutes les anesthésies qui se font le long de la colonne vertébrale, parce que les racines nerveuses qui partent de la moelle épinière et les blocs périphériques qui consistent à insensibiliser les nerfs en dehors de la colonne vertébrale, en suivant leur trajet dès la sortie des vertèbres. Donc, je viens de vous le dire, ce trajet des nerfs peuvent être soit des plexus, soit des branches, soit dans leur trajet vers les structures qu'ils innervent, évidemment. À la lumière de ce qui vient d'être dit, nous pouvons retenir que l'anesthésie loco-régionale centrale, c'est donc toutes les anesthésies que nous connaissons, à savoir l'anesthésie péridurale. Nous avons étudié l'anesthésie, nous avons parlé de l'anesthésie péridurale il y a quelques semaines.
L'anesthésie péridurale peut se faire sur toute la colonne vertébrale, du cou jusqu'à la région lombaire. Le deuxième type de l'anesthésie loco-régionale est la rachianesthésie. La rachianesthésie, comme la péridurale, mais cette fois-ci ne se fait qu'au niveau lombaire. C'est une injection au niveau de la colonne vertébrale lombaire du produit anesthésique. Le produit est directement introduit dans le liquide céphalorachidien pour une anesthésie complète du bas du corps. L'anesthésie, la rachianesthésie est plus rapide et plus puissante que la péridurale. Après donc ces deux anesthésies loco-régionales centrales que nous venons de voir, la rachianesthésie et la péridurale, il y a donc toujours dans le groupe d'anesthésie loco-régionale des anesthésies loco-régionales périphériques ou blocs nerveux périphériques. Ils se font soit au niveau des troncs nerveux, soit au niveau des plexus nerveux, au niveau des aisselles ou au niveau de l'aine, ou au niveau de leurs branches avant qu'ils ne s'individualisent. Le repérage se fait à l'aide d'un appareil d'échographie et le produit anesthésique est injecté au voisinage du nerf visé ou du groupe des nerfs visés qu'on appelle plexus. L'exemple, le bloc axillaire, un bloc axillaire à ce niveau-là bloque tous les nerfs qui vont vers le bras, l'avant-bras et la main. C'est ce genre de blocs qui sont indiqués pour l'opération de l'avant-bras, fracture du crâne, fracture du poignet, fracture des métacarpes par exemple. On peut utiliser ce genre de bloc. Petite astuce pour essayer de bien comprendre les blocs nerveux centraux, il faut imaginer le système nerveux comme un arbre. C'est comme ça que moi je l'ai compris. Les racines sont toutes les zones qui sont proches de la moelle épinière. Donc, à l'intérieur de la colonne vertébrale, la colonne vertébrale étant considérée comme le sol. Donc, toutes les racines qui sortent forment des troncs. Les troncs se transforment, plus tard se divisent en branches. Donc, nous, en anesthésie, on essaie de suivre, on endort soit les racines plutôt au niveau de la colonne vertébrale, ou les troncs, juste à leur sortie de la colonne vertébrale, et les branches au niveau périphérique un peu plus loin. On peut faire des anesthésies tout au long du membre supérieur, tout au long du visage, partout au membre inférieur. On vient de voir donc l'anesthésie loco-régionale avec ces deux branches, centrale et périphérique. Et maintenant, nous allons voir l'autre groupe d'anesthésie qui est exactement l'anesthésie générale. Alors, au niveau de l'anesthésie générale, nous allons nous attarder un peu dessus parce que ce type d'anesthésie est le plus pratiqué dans le monde. Et j'allais dire le plus sûr, pas pour dire que les autres anesthésies ne sont pas sûres, si. Mais tous les autres types d'anesthésie peuvent être transformés en anesthésie générale. Nous pouvons convertir toute loco-régionale en anesthésie générale. On peut associer les anesthésies loco-régionales en anesthésie générale. C'est pour ça que je dis que c'est très important de suivre ce qui va succéder. L'anesthésie générale, c'est quoi? C'est un acte médical dont le but est la suppression temporaire et réversible ad integrum de la conscience et de la sensibilité douloureuse obtenue par l'administration des médicaments, soit par voie intraveineuse, soit par inhalation de gaz, ce qui se fait souvent chez les enfants de moins de 5-6 ans. À cet objectif essentiel de l'anesthésie générale, et comme pour toutes les autres anesthésies, il y a la nécessité d'une surveillance continue, d'un contrôle des fonctions vitales, à savoir fonctions respiratoires, l'hémodynamique, la tension et le pouls, la thermorégulation, donc la température, qui elle aussi est monitorée, le tonus musculaire, la qualité et la profondeur du sommeil, que nous monitorons aussi, les saignements
et l'élimination, parce qu'on doit savoir comment le patient urine pendant le sommeil. Toute modification des paramètres que nous venons de citer pendant le sommeil doit être repérée et rapidement corrigée. Tout autre événement intercurrent aussi, il doit être anticipé et rapidement repéré et rectifié. Je l'ai dit un peu plus haut, il existe une version un peu plus légère, plus light de l'anesthésie générale que nous appelons la sédation, qui nécessite effectivement les mêmes surveillances et la même rigueur. La seule différence avec l'anesthésie générale est que au cours de la sédation, le patient conserve sa respiration spontanée, le réflexe de toux et le réflexe de déglutition. Ça veut dire que s'il vomit, il peut vomir comme un sujet conscient. On lui impose juste un assouplissement, comme dans les fibroscopies, comme les coloscopies, les fibroscopies gastriques ou tout autre geste inconfortable ou peu douloureux. Alors, tout n'est pas si simple. Ces anesthésies ont des risques, mais disons, quels sont les risques qu'on peut avoir au cours des anesthésies? C'est vrai que le risque des erreurs n'existe pas, mais il faut savoir, je l'ai dit avant, depuis l'introduction de la consultation obligatoire, depuis l'introduction des moniteurs intelligents, les complications graves en anesthésie sont devenues très graves, surtout pour un sujet bien portant qui vient pour une anesthésie programmée. Donc, disons que la plupart des risques pour l'anesthésie, pour les anesthésies sont, pour l'anesthésie générale, il y a des nausées, des vomissements, chute de tension, on peut avoir des traumatismes dentaires, on comprendra pourquoi, douleur de la gorge, des retards de réveil, compression nerveuse. On peut aussi avoir des luxations en cas de mobilisation pas très correcte. On peut avoir des engourdissements corps, une partie du corps, des douleurs dorsales, l'hypothermie. C'est pour ça qu'on monitore d'ailleurs la température. On peut aussi avoir chez des sujets âgés des troubles de mémoire. Pour ce qui est de l'anesthésie loco-régionale, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complications? Eh bien, il peut y avoir des céphalées, des douleurs au point de fonction, des chutes de tension, parfois des convulsions, ça peut arriver, hein, des blocs incomplets, des vertiges et des vomissements. Disons que toutes ces complications sont connues, prises en charge et on sait comment les traiter. Les autres complications qui peuvent arriver font partie de ce que nous appelons des risques imprévisibles de l'anesthésie. On dit souvent que c'est la faute à la malchance. L'objectif de l'anesthésie est donc d'éviter tout accident évitable, d'où la consultation pré-anesthésique, comme je vous l'ai dit, qui est rendue obligatoire depuis 1994 en France. Comment ça se passe en consultation anesthésie? Parce que c'est très important. En chirurgie programmée, l'indication opératoire est posée par le chirurgien. Le patient est confié à l'anesthésiste pour que celui-ci pose l'indication anesthésique. L'indication anesthésique se pose après une consultation anesthésique bien menée. Quel que soit le type d'anesthésie, la consultation anesthésique est une étape essentielle et obligatoire. Dans le parcours anesthésique classique du patient en chirurgie programmée, que nous verrons plus tard, cette consultation doit avoir lieu au moins 48 heures avant l'acte chirurgical programmé. Elle doit être faite par un médecin anesthésiologiste dans une salle dédiée à cet effet, un environnement calme et une atmosphère apaisée, le tout en présence d'un anesthésiste qui a une attitude rassurante, qui prend le temps d'expliquer, de répondre aux questions et dissiper
toutes les angoisses, fondées ou pas d'ailleurs, du futur opéré et ou de leurs accompagnements. Car là aussi, en anesthésie, la consultation anesthésique, il est autorisé que le patient soit accompagné d'une personne dite de confiance. Les objectifs de cette consultation pré-anesthésie, c'est d'ouvrir un dossier anesthésique que nous appelons feuille d'anesthésie. Vous allez voir le schéma tout à l'heure, feuille d'anesthésie. Le but, c'est de rassembler toutes les informations sur la période préopératoire, sur la période péropératoire, donc pendant l'intervention, et post-opératoire après l'intervention. Toutes ces informations doivent être colligées et facilement communiquées à tous les intervenants qui, plus tard, prendront en charge le patient. Le deuxième objectif de la consultation anesthésique, c'est évaluer le risque lié au terrain. En somme, c'est donc la comorbidité, c'est-à-dire tous les problèmes médicaux du patient, cardiovasculaires, respiratoires, asthme, bronchopneumopathie, des problèmes rénaux, des problèmes hépatiques, pour les diabétiques, les transplantés, des sujets allergiques. Et pendant toute cette étape, l'anesthésiste peut aussi confier son malade à un autre collègue, exemple, un problème cardiaque, il envoie chez le cardiologue pour que le cardiologue lui donne son avis avant qu'il n'endorme le patient. C'est très important pour nous. Si ce n'est pas fait, on peut retarder ou annuler l'intervention en attendant la consultation, en attendant l'avis de son collègue spécialiste, soit du cœur, soit du rein, soit du foie, etc. Le troisième objectif de la consultation anesthésique, c'est estimer le risque anesthésique. Le risque anesthésique est estimé au niveau, par exemple, de l'induction. Donc, on voit si le patient a une filière respiratoire libre, s'il n'a pas de problème dentaire, s'il est obèse, s'il y a une ouverture de bouche correcte, s'il respire correctement. Tous ces risques anticipés sont minimisés par la suite. Tant qu'on n'a pas anticipé, on ne peut pas les minimiser. Ces risques sont minimisés parce que nous les anticipons à la consultation. Un autre objectif, disais-je, de la consultation anesthésique, c'est la consultation du traitement. On doit contrôler le traitement pour savoir quels sont les médicaments à interrompre et quels sont les médicaments à prolonger. Savoir faire le relais en cas d'arrêt de certains traitements, parce qu'il y a des médicaments qui sont incompatibles avec la pratique de l'anesthésie proprement dite. Les anticoagulants, par exemple. Enfin, on demande un bilan, soit un bilan sanguin, bilan radiologique ou autre chose, mais il arrive que l'anesthésiste ne demande rien, il ne faut pas qu'on s'en étonne. Tout dépend de l'état du patient, tout dépend de la chirurgie et tout dépend aussi de l'anesthésiste pour envisager ou pas un bilan préopératoire. À la fin de la consultation anesthésique, on rassure le patient, on informe le patient de tout ce qui va se faire et comment ça va se passer. Après quoi, il signe ce que nous appelons un consentement éclairé, qui n'a pour but que de savoir que le patient a bien compris tout ce qu'on lui a dit. C'est vrai qu'on lui balance plein d'informations, mais nous, on cherche à savoir en retour que le patient a bien compris ce qu'on lui a dit. Donc, quand on va lui donner le choix de la technique opératoire que nous avons choisie, il faut qu'il le comprenne pourquoi. D'ailleurs, il arrive qu'on demande au futur opéré de lui-même nous donner le type d'anesthésie qu'il veut, après lui avoir expliqué tous les types d'anesthésie, évidemment. Mais cette possibilité n'est donnée au malade que si le patient est éligible à tout type d'anesthésie. Sinon, ce n'est pas possible. On lui impose celle qu'il lui faut en fonction de son état de santé. Enfin, l'anesthésiste peut totalement contre-indiquer l'anesthésie, annuler la chirurgie si on estime que
le risque est plus important que le bénéfice. On annule l'intervention et malheureusement, le patient peut rester avec sa pathologie, malheureusement. Le médecin anesthésiste doit être au courant de tous les antécédents médicaux, chirurgicaux et allergiques du patient, son mode de vie, s'il fume, s'il pratique du sport, s'il prend de l'alcool, afin d'anticiper sur toutes les complications et choisir le type d'anesthésie le plus adapté à son état et au type de chirurgie. Savoir aussi que le médecin qui fait la consultation anesthésique n'est pas obligatoirement celui qui va endormir le patient. D'où l'obligation de la visite pré-anesthésique, de préférence dans les 24 heures qui précèdent l'intervention, par le médecin qui va endormir le patient. Ça, c'est très, très, très important. L'intérêt de cette visite pré-anesthésique, c'est déjà de prendre contact avec le patient, de connaître le terrain, mais surtout de s'assurer que les recommandations faites par son collègue qu'il a vu en consultation anesthésique ont été respectées. Savoir que les examens ont été faits, on vérifie les examens, savoir que tous les bilans sont faits. S'il y a eu des consultations, regardez la consultation, soit cardiaque, soit respiratoire. Savoir que le jeûne opératoire a été conservé, que les médicaments ont été arrêtés et savoir que si les médicaments que le patient prend en ce moment-là sont bien compatibles avec la pratique de l'anesthésie, savoir que la commande de sang a été faite s'il s'agit d'une intervention hémorragique et actuellement, on exige de voir le statut COVID du patient. Car tout patient COVID-19 a un protocole particulier au bloc opératoire. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, nous allons voir un cas concret du parcours anesthésique d'un futur opéré en chirurgie programmée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le chirurgien qui pose l'indication. C'est le chirurgien qui décide que le patient va être opéré. Prenons l'exemple d'une hernie inguinale faite sous cystoscopie. Le médecin anesthésiste qui reçoit le patient en consultation sait pourquoi le patient va être opéré, donc conduit son anesthésie en fonction, note sur la feuille d'anesthésie tout ce qui paraît pertinent. Il demande ou pas les examens complémentaires, si nécessaire, comme on l'a vu, les consultations des collègues spécialistes, rassure le malade et lui propose le type d'anesthésie, lui réexplique le type d'anesthésie qui sera fait. Cette consultation pré-anesthésique a une validité de 2 mois à compter du jour de la consultation. 2 mois s'il n'y a aucun événement indésirable qui arrive entre-temps. Après les 2 mois, le patient est obligé de refaire une autre consultation plus récente. Comme je l'ai dit, le délai de 2 mois n'est respecté que si le patient n'a rien eu dans l'intervalle de ces 2 mois. Après la consultation anesthésique, le patient arrive à l'hôpital. Il y a donc ce qu'on appelle la visite pré-anesthésique qui, cette fois-ci, se fait, comme je l'ai dit, par l'anesthésiste qui va opérer le patient. En situation d'urgence, le protocole est différent. On essaie de passer outre toutes ces étapes. Le jour J, pour le patient, comment ça se passe? Il arrive à jeun. C'est quoi le jeûne préopératoire? Eh bien, le jeûne préopératoire est défini comme une non-ingestion d'aliments solides au moins 6 heures avant l'opération et 2 heures au moins pour les aliments liquides. Très important.
Un patient est donc à jeun quand il n'a pas mangé 6 heures au moins avant l'intervention et quand il n'a pas bu 2 heures au moins avant l'intervention chirurgicale. On vérifie s'il n'a pas fumé, on lui pose toutes les questions et le patient va prendre sa douche bétadinée, étant entendu qu'il a pris une douche bétadinée chez lui avant d'arriver. Le patient est reçu par une infirmière ou un infirmier qui vérifie l'identité, qui vérifie le type d'intervention, le type d'anesthésie, le côté à anesthésier. Là, nous avons parlé d'une hernie, donc savoir si c'est à gauche ou à droite, parce que là encore, c'est source d'erreur. Hein. On est humain, on peut se tromper. Donc, chaque fois, on doit vérifier, le patient doit nous dire qui l'opère, pourquoi et où. L'infirmier revérifie tous les dossiers médicaux. Si rien ne manque, il envoie le patient prendre une seconde douche bétadinée pour éviter toute infection, lui remet pyjama, bracelet identitaire, masque, chaussons, Charlotte. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'il appelle le médecin anesthésiste pour venir voir le malade en visite pré-anesthésie. Le médecin anesthésique qui vient voir le malade, c'est celui qui va prendre en charge le patient. Il vient le voir, il revoit le dossier, il s'imprègne du dossier et prépare éventuellement pour demander aux infirmiers du bloc de préparer éventuellement le matériel adapté à la prise en charge du dit patient. Il note toutes ces recommandations pour que l'infirmier anesthésiste qui recevra le patient au bloc opératoire exécute ces recommandations. Au bloc opératoire, le patient est reçu par une infirmière en salle de pré-anesthésie. Une fois en salle de pré-anesthésie, on revérifie l'identité du patient, on lui repose les mêmes questions pour éviter les erreurs, on vérifie le bracelet, le côté à opérer et on lui pose une perfusion qui servira évidemment pour l'anesthésie générale en salle de bloc opératoire. C'est en ce moment-là que le patient est accompagné en salle d'opération où il fera connaissance au personnel du bloc opératoire, à savoir les aides opératoires, à savoir le chirurgien profite de ce moment pour venir dire bonjour à son patient. Le personnel du bloc opératoire, à leur tour, refait les vérifications d'usage, identité, bracelet, type d'anesthésie, tout. C'est la dernière vérification avant de commencer. Une fois tout cela fait, l'équipe anesthésique prend en charge le patient dans une atmosphère maintenant calme, avec une lumière tamisée, un silence hôpital, comme on dit. Le patient, on le rassure, on le met en confiance sur la table d'opération, on lui pose tous les éléments de surveillance préalablement calibrés, testés, avec alarme fonctionnelle bien vérifiée. S'il s'agit d'une anesthésie loco-régionale, on le met en position pour administrer cette anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire position couchée ou position assise. Si c'est une anesthésie locale, évidemment, on fait l'infiltration, tel que ça a été prévu auparavant. Et si c'est une anesthésie générale, l'infirmière anesthésiste, diplômée d'État, commence une oxygénation avec un masque adapté au visage du malade, comme on voit dans les images. L'infirmière anesthésique qui pose le masque après avoir averti, jamais surprendre le patient, même s'il sait ce qui va se faire, il est obligé d'avertir avant de faire toute chose. On laisse oxygéner le patient suffisamment longtemps pour faire une bonne réserve d'oxygène qui aura un intérêt pendant l'endormissement.
Alors, ça se passe comment pour l'anesthésie générale? L'anesthésie générale est souvent comparée à l'aéronautique. Au cours de l'anesthésie générale, il y a 3 phases, comme les phases en aéronautique. Il y a l'induction anesthésique qui correspond au décollage. Ça veut dire qu'avant le décollage, tout doit être fin prêt. Ce n'est pas le moment de chercher quoi que ce soit. L'induction ou l'endormissement, donc le décollage, tout doit être vérifié. Enfin, la deuxième phase, c'est la phase de l'entretien anesthésique, c'est-à-dire pendant l'intervention. C'est comparé à un avion qui a quasiment atteint sa vitesse de croisière. On surveille de façon scrupuleuse tous les paramètres vitaux du patient. Donc, on doit toujours être vigilant parce que c'est à cette période souvent qu'il peut y avoir relâchement. Et enfin, la troisième phase, c'est la phase de réveil qui correspond à l'atterrissage. Donc, vous avez bien compris, j'ai dit induction, entretien et réveil. Pendant l'induction et pendant le réveil, l'attention doit être très soutenue parce que les complications habituellement arrivent en ce moment-là. Parlons de l'induction. L'induction ne commence que si le matériel, comme je l'ai dit, est prêt, testé, checklist, faite par plus d'une personne. Dans la salle, tout le monde est calme, chacun sait où se trouve quoi, chacun dans la salle sait ce qu'il faut faire si l'induction ne se passe pas comme prévu. C'est vrai que ce sont des situations rares que ça ne se passe pas comme prévu, mais on s'entraîne toujours. C'est la raison pour laquelle les équipes anesthésiques font toujours des simulations de temps en temps pour être prêts en cas de problème en grandeur nature. Toujours. Au cours de l'induction anesthésique, l'anesthésiste utilise 3 familles de médicaments. Nous avons les hypnotiques, c'est-à-dire les médicaments qui induisent le sommeil, les médicaments qui induisent une perte de conscience et aussi une amnésie, c'est-à-dire que le patient doit oublier, l'opéré doit ne pas trop se rappeler de ce moment-là. Un sommeil artificiel est donc induit par ces médicaments que nous appelons les hypnotiques. Le patient, même s'il dort, il peut avoir mal. Ça veut dire qu'en cas d'incision, il peut bouger. On introduit donc les antalgiques. C'est le deuxième groupe de médicaments. Souvent, ce sont des morphiniques qui sont des produits dérivés de la morphine, mais qui sont 10 à 100 fois plus puissants que la morphine elle-même. Un malade qui dort, un malade qui n'a pas mal, mais il peut bouger. Nous, quand on dort, on peut bouger. Pour cela, en fonction des interventions, les anesthésistes utilisent troisième famille de médicaments qu'on appelle les curares, qui ont pour rôle de paralyser tous les muscles squelettiques pour éviter que le malade ne bouge. Ces curares aident aussi pour l'intubation, nous allons le voir. C'est que la peur que nous avons que les gens ont pour l'anesthésie, c'est souvent une peur, à mon avis, pas très justifiée. Parce que la plupart des questions que nous avons, docteur, est-ce que je ne vais pas me réveiller? Est-ce que je n'aurai pas mal? Non. Nous savons, nous anticipons, les signes de réveil apparaissent avant que le malade se réveille. Donc, dans notre surveillance, nous savons que dans peu de temps, le malade risque de se réveiller, risque de bouger, le chirurgien risque de ne pas être content. Donc, on sait qu'il faut ajouter soit les curares, puisque tous les médicaments, tout est monitoré. Le sommeil, la profondeur du sommeil est monitorée, la douleur, la profondeur de l'anesthésie, tout est monitoré, on le sait. Pendant cette induction, il y a une phase qu'on appelle l'intubation trachéale. C'est quoi l'intubation trachéale? C'est simplement l'introduction d'un tube
dans la trachée pour permettre de connecter le patient anesthésié au respirateur artificiel. Car en effet, toutes les trois familles de médicaments qu'on vient de voir, paroles d'injection, les morphiniques, les hypnotiques et les curares, ont un effet dépresseur sur la respiration. À plus forte raison, leur association. Donc, le malade, une fois induit, est inconscient, mais il ne respire plus. Il doit donc être aidé. C'est la raison pour laquelle on oxygène suffisamment le patient, comme je l'ai dit, pour lui permettre de faire une réserve d'oxygène suffisante pour qu'on soit à l'aise pendant l'intubation. Parce que l'intubation peut être compliquée, peut être difficile. On peut changer de main. Il arrive on n'arrive pas à intuber. On donne la main à son collègue. Pendant toute cette période, le patient a de l'oxygène suffisamment et il n'y a aucun problème. Il ne peut pas le saturer. L'air que nous respirons n'a que 20 à 21% d'oxygène. Nous oxygénons le patient à 100%. Donc, vous comprenez qu'on lui fait une réserve suffisamment importante pour intuber sans stress. Une fois l'intubation faite, le patient est connecté au respirateur préalablement réglé en fonction de la taille, le poids et le type d'anesthésie. On choisit le mode de ventilation et on confie le malade au chirurgien qui nous demande s'il peut commencer. En ce moment-là, commence l'entretien anesthésique. L'entretien anesthésique se fait habituellement à l'aide des gaz qu'on appelle des gaz halogénés, où on peut continuer à entretenir avec les mêmes médicaments anesthésiques de l'induction. Tout, c'est surveiller en ce moment-là, vigilance, surveiller le moniteur, surveiller le patient. Un patient qui dort doit être rose, sec et tiède. Je souris un peu parce que rose, c'est pour les caucasiens et pour nous, c'est-à-dire que le patient ne pâlit pas. Donc, un patient ne pâlit pas, il est tiède, il ne transpire pas, donc il est sec. Un patient qui transpire, souffre, commence à se réveiller. Un patient qui larmoie, il commence à se réveiller. Voilà des signes physiques que nous regardons. Mais en dehors de ces signes, nous avons le moniteur. Chaque fois qu'il y a un problème, soit au niveau de l'examen physique du patient, soit au niveau du moniteur, nous devons rechercher la cause et très rapidement corriger. Très, très, très important. Il n'y a pas d'improvisation en matière d'anesthésie. Toujours pendant la phase d'entretien, l'anesthésiste et le chirurgien communiquent parce que l'anesthésiste est obligé de savoir ce que fait le chirurgien. Tout geste du chirurgien doit être anticipé par l'anesthésiste. Exemple, si le chirurgien commence à exécuter un geste, par exemple, hémorragique, nous anticipons en remplissant le malade ou en transfusant le malade, parce qu'on sait que ça va saigner. Le chirurgien nous avertit. Quand le chirurgien commence à faire un geste sur le poumon, par exemple, il nous dit, voilà, je commence à faire ceci. Quand il bloque une artère, quand il veut clamper une artère, il nous le dit. Parce qu'on sait à quel moment la tension va chuter, la tension peut augmenter, ainsi de suite. Après la phase d'entretien vient la phase de réveil. Avant la fin de l'intervention, l'anesthésiste est obligé d'anticiper le réveil, d'anticiper les antalgiques, parce que le patient doit se réveiller non douloureux, pas de réveil endolori. Intervention terminée, on arrête tous les gaz anesthésiques et le malade transféré dans la salle de surveillance post-anesthésique ou salle de réveil est pris en charge par une
infirmière et élimine les médicaments par lui-même. Habituellement, le patient se réveille lui-même parce qu'il élimine tous les médicaments, les gaz ou par d'autres voies. Il arrive qu'on induise ce réveil, c'est-à-dire qu'on utilise des antidotes, mais c'est rare parce que habituellement, on sait que le patient va éliminer. Maintenant, s'il y a des retards de réveil, nous pouvons anticiper, nous pouvons mettre des antidotes pour que le malade se réveille plus vite. Pendant cette phase de réveil qui se fait en salle de réveil, le geste le plus important, c'est l'extubation. L'extubation ne se fait que si le malade a repris une respiration spontanée, un état de conscience proche de la normale, il a retrouvé son réflexe de déglutition, son réflexe de toux, bat les paupières. Les deux phases, induction et réveil, c'est des phases importantes où il y a des risques de vomissement, des risques de traumatisme de la bouche, traumatisme dentaire. Les vomissements pendant cette phase d'induction ou de réveil sont des causes de pneumopathie très graves parce qu'en cas d'inhalation, les patients peuvent se retrouver en réanimation pour des pneumopathies d'inhalation qui sont très, très, très graves. Je répète que l'induction et le réveil sont aussi des phases où on peut avoir des gros traumatismes au niveau de la bouche, de la gorge. Toujours faire attention pendant ces périodes-là parce qu'un malade peut se réveiller agité, difficilement maîtrisable. Pendant l'extubation, l'infirmière ne la fait jamais seule. Il faut toujours quelqu'un parce que le malade peut bouger, peut arracher sa perfusion et ainsi de suite. Comme je l'ai dit, le réveil, c'est en salle de surveillance post-interventionnelle ou SSPI, salle de réveil. Voilà. Les conditions de surveillance dans la salle de réveil sont les mêmes qu'à l'intérieur de la salle du bloc opératoire. La salle de réveil est sous la responsabilité d'un infirmier anesthésiste qui est chapeauté par un ou plusieurs infirmiers anesthésistes d'ailleurs, chapeauté par un anesthésiste réanimateur toujours. On garde le patient minimum 2 heures en salle de réveil. Dans la mesure où tout se passe bien, 2 heures après, l'opéré n'a pas mal, conscient, il peut être envoyé dans sa chambre où la surveillance sera allégée. Il va continuer à se reposer. Avant de l'envoyer, on doit vérifier que le malade est bien conscient, discute bien, indolore, ne saigne pas, les constantes aussi bien respiratoires que cardiovasculaires et autres, normales, il urine bien, pas de problème. Une fois le malade dans sa chambre, sachez que le médecin anesthésiste est toujours l'acteur principal en cas de problème, douleur, vomissement, autre inconfort, mais fort heureusement, c'est des situations rares sur lesquelles nous anticipons habituellement. Voilà donc où se termine le parcours anesthésique de notre patient. Il est parti du lit de son malade, de son lit, il est allé au bloc, il est revenu dans sa chambre. Alors, après avoir dit tout ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour terminer? Pour terminer, je peux vous dire que primum non nocere, c'est une locution latine qui veut dire d'abord ne pas nuire aux patients. La priorité pour nous, c'est de ne pas faire mal. C'est le premier principe qu'on apprend aux étudiants en médecine. Et ici, ce principe prend tout son sens. L'anesthésie a pour but, ici donc, d'éviter toute nuisance, toutes les agressions chirurgicales. Parce que la chirurgie est une agression. Le corps
même qui n'a pas mal, souffre. L'acte chirurgical est une véritable agression pour le corps. Ce n'est pas parce qu'il dort que le corps ne souffre pas. Si le corps souffre, et l'anesthésiste est là pour essayer d'amoindrir cette souffrance pour que le patient en garde un souvenir pas trop négatif. Ça, c'est très important. Et en conclusion, je ne peux vous dire que la crainte de l'anesthésie est certes légitime et on le comprend, mais actuellement, pas très justifiée, car la spécialité aujourd'hui, elle a évolué, elle est mieux encadrée, des outils plus performants, une formation pointue. La plupart des risques sont anticipés et maîtrisés. Et enfin, j'espère avoir, sans jeu de mots, endormi vos craintes. J'espère avoir anesthésié vos peurs par cet exposé. Toutes questions sont les bienvenues, en espérant vous retrouver prochainement. Chers internautes, je vous dis au revoir. Portez-vous bien.